On va passer à l'intervention suivante. Donc, pendant que Marcel va se préparer. La technique nous suit, c'est bon? Bien, donc nous allons accueillir dans quelques minutes Marcel Lebrun, donc, qui est docteur en sciences, actuellement professeur en technologie de l'éducation et conseiller pédagogique à l'Institut de pédagogie universitaire et des multimédias à l'Université catholique de Louvain. Il est notamment à l'origine d'une autre plateforme qui est la plateforme Claroline. On a parlé tout à l'heure de Moodle, mais il n'y a pas que Moodle dans la vie, Claroline est là aussi. Et il y en a d'autres dont tu parleras peut-être. Il va nous parler aujourd'hui essentiellement des classes inversées, des nouvelles relations enseigner-apprendre qu'on a déjà dû évoquer tout à l'heure, et surtout en quoi ces nouvelles relations induisent effectivement des impacts importants sur le rapport aux élèves et le rapport au savoir. Donc on va lui laisser 2-3 minutes parce que c'est un Apple maniaque, donc il faut connecter du matériel, et vous savez que le numérique n'est pas toujours efficace à 100%, mais là il va l'être évidemment. Le tout c'est de trouver de l'électricité, ça c'est le... Oui. Ça va être prêt. Voilà, d'accord. Voilà ce qui va bien. On a tout ce qu'il faut. Le cordon HDMI, c'est ça? Il est juste là? C'est ça? Ah, bah, c'est celui-là. Oui. Ah bon. Juste celui-là branché. C'est branché. Ça y est, c'est parti. Oh. Eh bien, Marcel, ça y est, la technique nous a rattrapés. Oui, vous avez vu ça, c'est quand même pas si mal hein, en une minute. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait grand plaisir d'être pour une première fois, non pas en Bretagne, parce que je dirais que je suis un habitué, mais en tout cas à Rennes. Donc, voilà. Je compléterai peut-être la présentation d'Alain en vous disant que, oui, je vais vous parler de l'inversion et de l'hybridation et si je peux me permettre, c'est quelque part un hybride aussi qui va vous parler. Très modestement, Alain vous a dit, je suis docteur en sciences, c'est-à-dire que dans une première partie de ma vie, je me suis intéressé à la physique, plus précisément aux particules élémentaires. Et je dirais quelque part, c'est le virus de l'informatique. Les plus anciens se souviendront dans les années 80, les Thomson, Commodore, Dragon, etc. Ça allait révolutionner l'enseignement et l'apprentissage. J'y ai cru. Et donc, j'ai commencé à cette époque-là, vous vous souviendrez, hein, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant, on avait le BASIC, et donc j'ai commencé à développer des simulations en physique pour m'amuser, hein, vous devinez, des mouvements de projectiles, etc. Et finalement, j'ai travaillé avec des enseignants, ça m'a plu. J'ai été frappé à la porte des pédagogues, je veux dire des pédagogues, pas des pédalogues, hein, des vrais. Et ils m'ont initié, donc j'ai eu la meilleure formation du monde en pédagogie, travaillé avec des personnes comme De Kettel, Jonard, etc. Et finalement, je suis arrivé professeur en sciences de l'éducation et à m'intéresser donc fortement au numérique. Alors, voilà, on m'a donné comme thème d'aujourd'hui l'hybridation et je me suis rendu compte en entendant les intervenants précédents que ce que je vais vous offrir, en fait, c'est, j'espère, quelques idées différentes, quelques-unes, mais que finalement, mon exposé, il aurait pu agir comme une sorte de synthèse. Alors, c'est très curieux, dans ma formation, vous pensez bien à un physicien, le déterminisme cartésien,
où on voit l'innovation finalement comme un projet déterminé. Hein. Quand je parle d'innovation, on me dit souvent « oui, c'est bien, mais à quel résultat vas-tu arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans combien de budget ça va demander en 2014, en 2015 ?» Et moi, je réponds « je ne sais rien du tout, je fais de l'innovation. » Hein, il n'y a vraiment que l'innovation de maintien, et je dis ça pour les institutionnels, qu'on peut planifier. L'innovation dont nous parlons ici n'est pas planifiable. J'aimais beaucoup l'intervention d'Ange avant. Nous allons devenir peut-être pas des braconniers, des braconneurs, je ne sais pas très bien, mais nous allons devenir des expérimentateurs, enfin. Et ces colloques sont vraiment des occasions de partage de pratiques, et je salue un peu toutes ces pratiques qu'on a vues de ces étudiants dont je devine le sourire, ces élèves, devenir des étudiants-chercheurs. Et donc, par rapport à tout ça, et au vu généralement analytique, et vous savez, je fais un clin d'œil, hein, les chercheurs qui travaillent sur le 17e facteur de la motivation selon les théories de monsieur, etc., vous savez, ça ne m'intéresse vraiment pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que je pense que nous sommes vraiment à un tournant, je dis souvent, une nouvelle renaissance. Nous en sommes là. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais la Renaissance, c'était finalement ça, redonner par rapport au Dieu, au modèle, une place à l'homme. Et maintenant, je crois que c'est non plus seulement une place à l'homme, mais une place à la communauté que nous allons donner. Et nous en sommes au balbutiement. Et vous voudriez que je vous donne déjà des résultats. Eh bien, j'en ai pas vraiment à vous donner. J'ai peut-être des pistes à vous donner. J'ai peut-être des garde-fous à vous donner. Mais voilà donc une épreuve de modestie quelque part par rapport à tout ça. Alors, par rapport à mon exposé, je dois vous dire que pour ceux qui m'ont déjà entendu sur des vidéos, je commence généralement mes exposés toujours de la même façon. Toujours de la même façon, qui est cette fable qui remonte à 2500, presque 3000 ans, une fable de Socrate, qui est évidemment, si vous tapez quelques mots-clés, vous allez trouver Socrate a dit que, ben non, malheureusement, on ne sait rien de Socrate. Il n'a rien écrit, il n'aimait pas l'écriture, c'était un grognon des technologies. Il préférait la tradition orale, c'est Platon, évidemment, qui raconte cette fable que Socrate racontait donc, sur cette fantastique invention. On en a parlé, hein, vous savez, l'écriture, l'imprimerie, le numérique, etc. Ici, l'écriture, avec ce dieu Thoth, impertinent technologue déjà, qui dit à Pharaon, tu sais, j'ai fait une découverte fantastique, l'écriture. Avec ça, les hommes ne perdront plus jamais la mémoire et leur sagesse deviendra infinie. On croit entendre certains discours des technologues à propos de l'éducation. Et le pharaon, qui n'était pas né de la dernière crue du Nil, dit « mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? C'est juste le contraire. Si on écrit, on ne va plus exercer la mémoire et on va la perdre. Et la sagesse, écoute, c'est quand même pas dans ces signes-là qu'on va l'acquérir. » Eh bien, vous avez ici, tout est dit à propos des technologies. Et arrêtons de vouloir empiler d'un côté les facteurs positifs et d'un côté les facteurs négatifs et faire choisir un camp. Non, nous allons devoir choisir des tierces places. Tout artefact humain, toute technologie a toujours son avers et son revers. Et il faudra arrêter de dire que Facebook n'est pas bon ou est bon pour l'apprentissage. Facebook, c'est des serveurs quelque part dans des hangars. Ce qui se passe sur Facebook, c'est les humains qui le font. Et donc la question des usages est déterminante. Et arrêtons de se demander si les technologies peuvent quelque chose pour l'apprentissage. Elles ne peuvent rien du tout. Elles sont simplement, par rapport au fameux dialogue des aristotéliciens et des platoniciens, quelque chose que l'homme a mis entre le soi, lui, le sujet, et l'objet. Comme toujours, l'outil est là pour faciliter notre démarche intellectuelle en tant qu'instrument
ou notre action sur la nature en tant qu'outil, mais rien de plus. Et c'est un peu dans ces tierces voies que je vais essayer de vous orienter, en vous demandant quand même la ressemblance entre ce dieu Thoth et celui-ci, qui nous présente l'IPAT comme la dernière évolution qui va sauver le monde de l'éducation. Alors vous allez me dire, oui, mais des tierces voix, ben voilà, j'ai sorti le Triskel breton, vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Expliquer une de mes clés, toujours dans des ateliers, dans des conférences, où on m'explique les TBI, les démarches de recherche, le socio-constructivisme et d'autres choses, c'est de vous poser la question de l'alignement. Nous ne sommes pas ici dans le spécifique, nous sommes ici dans le structurel. L'alignement de quoi? Ben, vous savez ça depuis toujours, n'est-ce pas, hein? L'alignement des objectifs, des méthodes, et on rajoute de l'évaluation. Mais oui, bon, c'est ça. Qu'est-ce qui nous vient, Marcel Lebrun, avec ça? Oui, on sait ça. Mais quand je vois, en particulier dans l'enseignement supérieur, mais ailleurs, le temps que l'on passe à écrire des référentiels de compétences dont nous n'arriverons jamais, comme nous sommes partis, à tenir les promesses. Alors, je n'ai pas dit ça pour avoir vos applaudissements. J'ai dit ça simplement parce que c'est un élément de réalité. Nos référentiels de compétences, ils parlent de belles choses, hein. L'esprit critique, l'autonomie, la responsabilité, le travail collaboratif, la validation des informations. Mais oui, mais comment nous allons faire ça? Ce n'est pas en comptant le côté clair et le côté obscur de la force que nous allons avancer. Et si déjà John Biggs avait dit ça en 1999, Lebrun a rajouté, il fallait bien trouver un troisième O pour faire un Triskel, les outils. Et donc, quand on me parle du TBIA, c'est chouette, les profs ils peuvent écrire, les élèves aussi, je dis, mais pour quels objectifs? Et qu'est-ce qu'ils demandent comme activité? Et Ange a bien montré un type d'activité, mais ça c'est parlant, c'est porteur. Elle nous a parlé de développer l'objectif, la compétence à la curiosité. Je ne sais pas si la curiosité est une compétence, je pense que oui, très sincèrement. Mais aussi la méthode, comment on faisait. Elle a montré que les murs de la classe devenaient du coup moins opaques. Il y a un chercheur qui travaillait avec vous, vous vous rendez compte. Et voilà peut-être ma bouée de sauvetage. Hein, de vous dire que dès qu'on vous parlera d'outils, de machin, et Dieu sait ce qu'on va encore nous inventer, parce que faut-il être ami avec son élève sur Facebook? Mais j'en sais rien du tout, moi. J'ai vu des expériences, mais intéressantes comme tout, d'utilisation de Facebook ou de Twitter dans la classe, et d'autres qui tournaient un peu en eau de boudin, comme on dit. Faut-il mettre des tablettes dans les mallettes? Ce sont des questions que les journalistes me posent, mais je ne sais de nouveau rien du tout à ça. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Britt-Marie Bargue disait quelles sont les valeurs ajoutées, parce que c'est ça qu'un outil doit nous apporter, une meilleure action sur le monde et des instruments pour mieux comprendre le monde, hein, la réflexion, la réflexivité. Alors, comme toujours aussi, je vais utiliser donc ce Triskel, qui est très contextualisé, hein, évidemment, la relation entre objectif, méthode, outil, on n'en parle pas de la même façon à l'école primaire, à l'école secondaire, dans le supérieur. Non, on devrait. Je souhaite une éducation dans laquelle il n'y ait plus de séparation avec des murs entre qu'est-ce que c'est l'éducation pour des élèves, pour des étudiants, pour des formés. Ben oui, on n'arrête pas de nous parler de la formation toute la vie durant. Lifelong learning. Oui, mais quand vous lisez bien les discours de la formation toute la vie durant, on dirait que ça commence à 24 ans. Mais non,
Une compétence, elle commence avec l'enfant tout petit, elle est encore balbutiante, elle n'est jamais terminée. Est-ce que je peux dire, moi, que j'ai atteint, voilà, je suis compétent en esprit critique? Jamais. Et c'est d'ailleurs la difficulté d'évaluer les compétences, c'est qu'on ne pourra jamais mesurer un absolu, on pourra toujours mesurer un différentiel. Et encore, un différentiel sur un cours qui dure 6 mois, j'en doute un petit peu quand on voit un peu la portée de la notion de compétence. Alors c'est amusant parce que, je vais aller vite là-dessus, Britt-Marie vous a déjà dit tellement de choses. Je pense que l'objectif de tout cela, oui je sais, il y a les taxonomies d'objectifs, l'élève sera capable de, bon, on connaît, qui sont devenus d'ailleurs, l'élève sera capable de, les fameux objectifs, les taxonomies qui sont devenues les compétences. Et vous êtes en train de travailler, je crois, en France, sur les compétences comme en Belgique. Vous savez, c'est déjà fini. L'Europe a prévu autre chose. Quand vous aurez fini avec les compétences, on vous parlera des learning outcomes. Non seulement ce que l'étudiant sait est capable de faire, mais ce qu'il pourra démontrer. Et c'est de là que viennent d'ailleurs, on commence à en entendre parler, les approches portfolio et ce genre de choses. Alors, l'objectif, si ce n'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer que celui-là qui est à côté de moi, je ne le nomme pas, apprenne quelque chose. En vous disant tout de suite, mais quelle confusion que j'ai encore entendue aujourd'hui. Les plateformes qui favorisent l'apprentissage. Tiens, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? Rien du tout. Il est impossible à quelqu'un de faire apprendre quelque chose à un autre. Vous pouvez lui enseigner, lui montrer, lui démontrer, apprendre, Britt-Marie l'a bien dit, c'est irréductiblement individuel. Devenez modeste. Tout ce que nous pouvons faire, c'est mettre en place des conditions dans lesquelles un élève, un étudiant va apprendre. Apprendre, c'est complexe. Vous allez voir, je vais aller très vite, vous aurez mes dias. Apprendre, voilà, c'est écouter le professeur. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que je parle des méthodes actives que je renie l'enseignement traditionnel. J'essaie de trouver des tierces voies. Écoutez le professeur, mémoriser, vous connaissez ça, la taxonomie de Bloom, d'abord les connaissances, puis l'application, la mise en pratique, avec chaque fois beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Tiens, le dernier est intéressant, commettre de l'erreur. Quand est-ce que les enseignants vont se rendre compte qu'on apprend de ses erreurs? Qu'est-ce que c'est de cette école qu'on nous a inventée? J'ai été chercheur, je posais des questions à la nature, et sur 100 questions que je posais, j'avais 99 réponses non. De temps en temps, une réponse oui. Je me trompais donc à 99%. Et c'est comme ça que j'apprenais. Souvenez-vous de ça, je crois que c'est important. Repermettre, on a employé ces mots-là, le tâtonnement, la recherche individuelle, etc. Oui, mais ça prend du temps. Ben oui, apprendre, ça prend du temps, on veut l'accélérer, mais ça ne marche pas toujours très bien. On a parlé des taux de réussite, je ne sais pas en France, mais en Belgique, en première année, le taux de réussite moyen dans nos facultés est de 30-35%. Et vous allez encore vous battre longtemps pour un système traditionnel tel que celui-là, qui a une efficacité telle que celle-là, et à me demander si, avec les méthodes que je préconise, est-ce que vous êtes sûr que vous allez avoir 100% de réussite? Ben non, je ne suis pas sûr. J'en aurai peut-être 37 ou 40.
mais ça dépendra surtout de ce que je vais mesurer. La question du sens, Britt-Marie en a parlé aussi abondamment, agir, interagir, elle ne l'a pas dite, mais je vais la ressortir quand même. Cette superbe phrase de Philippe Carré, on apprend toujours tout seul, je vous l'ai dit, mais jamais sans les autres. Et donc cette idée de cette communauté d'apprentissage, je pense, ressurgit, améliorer, se développer personnellement, etc. Alors, moi, j'ai sorti une nouvelle définition qui n'a été suivie par personne. Je me dis que ça doit être la bonne. Peut-être, avec ma formation de physicien, apprendre à l'ère numérique. Est-ce que ce ne serait pas se construire des méthodes pour mettre de l'ordre dans le désordre? Autrement dit, à partir de tous les faits que mes sens observent, tous les objets que je trouve dans mes recherches, arriver, comme on l'a dit aussi, à modéliser, à restructurer. Et donc enseigner, ce serait, c'est l'idée des structures dissipatives de Prigogine, que dans les systèmes désordonnés, à certains moments, il y a des microstructures d'ordre qui apparaissent. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Je pense que les enseignants doivent voir de quoi je parle. Enseigner, je vous l'ai dit, ce n'est pas la même chose du tout qu'apprendre, ce n'est pas des mots qui sont interchangeables, mais ça ressemble quand même très fort, transmettre des savoirs, gérer des interactions, accompagner, etc. On vous a parlé de tout ça, du maître qui n'est plus le sage on the stage, le sage sur l'estrade, mais le guide on the side, le guide qui accompagne. Alors vous allez me dire, mais où est-ce que vous voulez en venir? À des étapes de ce qu'on appelle le développement professionnel des enseignants. Un jeune enseignant, quand je reçois un nouveau cours, on fait très attention au contenu. Il ne faut pas perdre la face quand même. Ensuite, on va s'intéresser au dispositif, à la façon d'agir, d'interagir, de proposer des activités. Et c'est peut-être après pas mal de temps, et certains enseignants n'arrivent jamais à ce stade, c'est de se dire « Oh, j'ai des apprenants devant moi. » Et ils sont pluriels. Si je vous ai parlé de ces différentes facettes de l'apprentissage, c'est parce que trop souvent, dans la littérature sur le numérique, on reconnaît la même erreur que dans le passé, c'est de considérer un élève moyen à qui va s'adresser un discours moyen censé satisfaire tout le monde. Or, nous savons bien qu'il y a des styles d'apprentissage. Pour moi, ce n'est pas que la théorie. En fonction des contextes, j'aime beaucoup mieux prendre la posture « dites-moi, allez, dites-moi, racontez-moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Et dans d'autres cas, je préfère dire « laissez-moi faire ». Et donc, nous avons des styles différents et il serait important aussi d'avoir une réflexion du numérique sur ses qualités, ses styles, ses postures, finalement, d'apprentissage. Au niveau de la recherche sur les technologies, ça a commencé véritablement en 1995 avec des recherches qui avaient été financées par ACOT, par Apple. Au début, les recherches Apple Classroom of Tomorrow, les classes Apple de demain, mais avec des modèles beaucoup plus récents. Un modèle très récent, le modèle de Puentedura, qui dit que l'enseignant redevenu apprenant, mais oui, vous êtes des apprenants. Face au numérique, nous le sommes tous. On croirait finalement que le numérique est devenu une sorte de divinité. Il est apparu et nous devons, alors que le numérique est une création des humains finalement, on voit ces stades. Le stade de la substitution. Dès qu'on découvre un nouvel outil ou qu'on a un nouvel ordinateur, on va d'abord regarder si ce qu'on faisait avant, on sait le faire avec le nouvel outil. Et c'est vrai d'ailleurs avec un appareil photonumérique. Vous achetez ça, vous ouvrez la boîte, un mode d'emploi de 200 pages. Une étiquette, chargez bien les piles avant de commencer. Et puis,
ça prend des photos. Alors, je le raconte peut-être un peu théâtralement ou ironiquement, peu importe, mais c'est quand même comme ça, en tout cas que moi j'agis, peut-être je ne fais que reporter ma manière d'agir, mais c'est bien de commencer comme ça. Il faut commencer à prendre des mesures de sécurité. Hein. Le pire, c'est quand on reste dans ces ornières de l'innovation. Ce que j'appelle parfois la fossilisation des pratiques. Et Britt-Marie Bard vous en a parlé, hein, dans la première minute de son intervention, elle vous a dit « Oui, on fait beaucoup de recherches sur les technologies, mais généralement les résultats sont en demi-teinte, etc. » Quand on creuse bien, pourquoi les résultats sont en demi-teinte? Pourquoi les résultats qui comparent une modalité traditionnelle avec une méthode active ou une méthode avec technologie donnent si peu de différence? Parce que quand on y regarde bien, la méthode avec technologie ne fait que reproduire ce qu'on faisait dans la méthode traditionnelle. Et ce n'est pas la peine de mettre des armées de chercheurs pour voir qu'il n'y aura pas de différence avec la seule variable indépendante, présence ou absence des technologies. L'important, c'est d'aller vers les stades supérieurs, rajouter des fonctionnalités. Dans le cas de l'appareil photo, ce sera la balance des blancs, la sensibilité, la modification. On va commencer à avoir des comportements, des rôles, des rapports au savoir, on a parlé de tout ça, hein, différents. Et finalement, la redéfinition, on va faire des choses qui avant n'étaient absolument pas concevables, avoir des relations avec un chercheur dans sa classe, dans les learning labs des écoles supérieures, avoir des interactions entre la formation et le monde socio-professionnel, etc., etc. Et donc, si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous faire peur, pas du tout, c'est pour vous encourager à aller toujours plus loin, à arrêter de se poser des questions tout le temps de « est-ce que ça va marcher ?» Vous êtes assez compétent pour ne pas faire des bêtises, mais d'expérimenter et de partager. Et je pense, on devra en parler plus, la culture de l'école, de l'échange entre les enseignants, du leadership et de la direction, non pas seulement du directeur, mais de l'ensemble. La communauté, c'est vous, je dis souvent aux personnes qui dépendent de moi. Ce sera de mettre en place ces choses-là. Alors, les compétences, je ne vous en parle pas beaucoup parce qu'on me dit toujours que ça ne sert à rien d'en parler. De toute façon, il y a 157 définitions et les pédagogues ne sont pas d'accord. Mais si qu'ils sont d'accord. Et nous le savons bien. Que vous regardiez la définition de Quetelet en 1998 et celle de Tardif en 2006, ils parlent tous d'un savoir-faire qui opère une sélection sur des ressources internes et externes, des savoirs que l'on a ou qu'on doit aller chercher pour résoudre des problèmes, des situations qui se posent, des études de cas, aller collecter les savoirs pour tester ces hypothèses. Et donc, moi, avec mes étudiants, je vous jure, c'est comme ça que je leur explique à Louvain, la notion de compétence est balayée en 3 temps, en 3 mouvements. Les compétences, ce sont des CCC, des contenus. Vous mettez là derrière les savoirs, les ressources internes, externes. Oui, mais les savoirs, ce n'est pas l'information. Je m'en balance, vous savez très bien de quoi je parle. C'est celle que l'on trouve sur Internet qui est là. Alors la discussion de savoir si c'est des savoirs ou des connaissances, c'est des savoirs, ils ont été créés par quelqu'un à un moment et elles deviendront connaissances quand vous les aurez intériorisées. Bon, pas la peine d'en parler beaucoup plus. Des capacités, l'étudiant sera capable de, et finalement des contextes. Les choses changent par rapport à ça et on a parlé déjà de ces personnes et vous verrez dans c'est pour votre prise de notes, hein, vous aurez souvent des petites références comme ça qui commencent toujours par bit.ly/ et puis 2 mots-clés. Ici, c'est une conversation entre Michel Serres et Bernard Stiegler, 2 philosophes français. Le premier, il résout un peu la question de Facebook, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Il dit ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas Facebook qui est toxique. Ce qu'on voit comme certains dérapages dans l'utilisation des réseaux sociaux, ça traduit simplement notre incapacité à socialiser correctement un outil.
on ramène ça à l'humain quand même. On ne va pas ramener ça à des compétences d'une machine. Et Michel Serres, lui, complète en disant, et en parlant de l'externalisation. C'est vrai, vous savez, l'externalisation. Il y a des gens qui me disent, bon, enfin, ça n'existe pas. Mais si, nous avons tous, d'ailleurs, j'en vois des machins comme ça, on a nos contacts, on a des références, on a nos photos. C'est de la mémoire externalisée, ceci. Et Michel Serres dit, grâce à ça, finalement, il reprend un peu la parabole de Socrate, on n'a pas le cerveau vide, purgé de ses connaissances déclaratives, informationnelles, on a le cerveau libre, c'est-à-dire que c'est à nous d'être inventifs et de ressortir avec des idées pour essayer de suivre ce que nous devrons suivre de toute façon. Je n'ai pas le pouvoir, vous ne l'avez pas, de dire le numérique, on arrête. Notre société est devenue numérique, tout comme le livre est apparu un jour dans la société. Et tout ce qu'on peut faire, c'est réfléchir un peu aux meilleures façons pour l'utiliser. Parce que les compétences, les vraies, elles s'accumulent. Vous avez ici, ça se trouve pas mal dans la littérature, et on en a déjà cité beaucoup, l'esprit critique, la résolution de problèmes, la créativité, la responsabilité, le caractère social, culturel, la communication, l'alphabétisation digitale, l'apprentissage toute la vie durant, la collaboration. Oui, il faudrait se dire un jour, ça va, on sait ça. Comment est-ce qu'on va faire pratiquement pour mettre ça en place dans nos cours? Et surtout, parce que vous allez me poser la question, comment on va évaluer ça? Et je pense que, vous vous souvenez, là, le Triskel, objectif, évaluation, il faudra en tenir compte. Parce que la génération C est là. Alors, j'ai mis cette définition, là, les personnes nées entre 84 et 96, c'est quoi? Et l'année prochaine, ce sera ceux nés entre 85 et 97, je ne sais pas. Non, je suis de la génération C. Vous l'êtes aussi. Il n'y a rien de plus dramatique que d'entendre les jeunes, ils maîtrisent les technologies, ils sont nés avec. C'est ça que ça nous dit, ce truc-là. Dites, moi je suis né à l'époque, le livre était là déjà depuis longtemps. Je ne savais pas lire quand j'étais né. Alors pourquoi voulez-vous que ces enfants-là qui naissent en, je ne sais pas, moi en 92, tout à coup ils savent utiliser le numérique? Et nous sommes tous dans le même bateau par rapport à ça. Évidemment, ils ont peut-être, et les plus jeunes surtout, gardé beaucoup cette petite lueur là, que nous connaissons chez les enfants de 9-10 ans par rapport à la créativité, à l'expérience scientifique. Pourquoi ça s'éteint à 12-13 ans? Vous savez ça? J'en suis perturbé. Moi, j'ai la réponse. Peut-être nous arrivons trop vite, trop tôt avec des modèles, des lois, les lois de Kepler, le modèle de la thermodynamique, qui nous éloignent du sens profond des choses. Je ne suis pas en train de vous dire que ces modèles, je suis physicien quand même, j'ai cité des exemples de physique, mais je pense qu'il y a l'objet, il y a la façon. Et par exemple, enseigner les lois de Kepler sans dire que M. Kepler est né le 12 mars 1907, non, pardon, c'est un homme de la Renaissance, et que c'est peut-être pour ça qu'il a eu l'idée de travailler avec d'autres chercheurs et de créer ces lois. Et donc l'interdisciplinarité, je crois que nous allons devoir travailler à ça, parce que malgré tout, ces jeunes-là, oui, et nous aussi, nous utilisons les outils pour communiquer, collaborer, créer, la génération C. Et on a beau à me dire, oui, mais vous savez ce qu'ils font là en termes de communication, ils échangent les textes des chanteurs à la mode. Oui, et quoi? Quel est votre problème? On est dans des compétences transversales, ils les utilisent. Ce sont pourtant bien des compétences. Et je pense que c'est à l'école à embrayer sur ces compétences de manière à continuer à les développer pour qu'elles soient en développement toute la vie durant.
Alors, les méthodes, ça a été dit, hein, j'aurais pu vous parler de l'apprentissage par problème, par projet, de l'apprentissage collaboratif, etc. Moi, je n'ai qu'une seule définition de nouveau, mon esprit synthétique peut-être qui me joue des tours. Former, c'est mettre à la disposition de l'apprenant des occasions d'apprendre. Pointe à la ligne. Cette définition, elle contient tout le reste. Oui, mais vous êtes quand même un socio-constructiviste. Pas du tout. Si vous pensez que pour tel point de matière, la meilleure façon, c'est de faire un exposé, et regardez, c'est ce que je suis en train de faire, peut-être bien qu'il faudra recourir à l'exposé. Ce qui plaide cette formule, cette définition, c'est peut-être la variété des méthodes. Einstein était d'accord avec ça, donc moi, ça me rassure. Et alors, vous connaissez Michel Serres, son avant-dernier livre, puisqu'il vient d'en sortir un nouveau, Petite Poussette, sa petite fille ou arrière-petite fille, je ne sais pas, qui est tellement habile avec ses pouces pour utiliser son smartphone. Et cette phrase qui est quand même terrible. Mais qu'est-ce que vous voulez encore transmettre? Tout est transmis. Eh oh, on n'est plus au XIVe siècle. Hein? Oui, important ce que je vais vous dire. Vers le XIVe, XVe siècle apparaît une invention fabuleuse, le livre. À ce moment-là, un peu après, un événement très important intervient, la Réforme. Les catholiques disent le livre, le côté obscur de la force. Pas question que les gens aient des livres, c'était des Bibles à l'époque, vous le savez bien. Il faut qu'il y ait un prêtre, un clerc, un prof qui fasse la lecture et donne l'interprétation. Luther s'empare d'un livre et dit « Avec ça, vous allez tous pouvoir accéder au savoir directement. Ne me demandez plus pourquoi. » En Belgique, en France ou peu importe en Suisse, ce sont toujours les Américains qui arrivent avec 10 ou 15 ans d'avance dans les méthodes pédagogiques et que nous avons bien du mal à traduire Flipped Classroom en classe inversée. L'enseignement aux États-Unis, vous savez bien, le savoir, il est dans les livres. Voilà les livres que j'utilise. Vous avez combien, là? 18, 19 ans. Vous savez lire? Eh bien, lisez les 2 premiers chapitres, nous en discuterons. Et c'est là que le problème est éminemment culturel, parce que vous savez bien que si on fait ça dans un amphi français ou belge, c'est la révolution. Ils ne vont pas le lire. Et pourtant, moi qui suis là devant vous, en 72, je suis étudiant en première année en physique, j'ai un professeur qui vient présenter son cours mécanique analytique, il s'appelait Nicolas Rouche, qui nous présente le cours en 20 minutes et qui ensuite nous dit « Voilà, mesdames, messieurs, mon cours pour aujourd'hui est terminé. » Après 20 minutes, hein. Bon, chez nous, c'est 2 heures. Quoi. Vous lirez le premier chapitre pour la semaine prochaine. Deuxième semaine, on s'était dit « Il va quand même faire son cours. » On n'a connu que ça. Il arrive, il nous dit « Bon, est-ce que vous avez des questions ?» Au premier rang, c'est toujours au premier rang que ça se passe. Quelqu'un dit « Je n'ai pas compris la virgule, le point. » Il explique, il donne des exemples. Une demi-heure après, il dit « Voilà, mesdames, messieurs, mon cours est terminé. » C'était facile, n'est-ce pas? C'était le premier chapitre. Pour la semaine prochaine, vous lirez le chapitre 2. À la 3e ou 4e semaine, les étudiants se réunissaient ensemble pour préparer les questions à poser au professeur. Si vous n'expérimentez pas, rien ne changera. Et ce n'est pas la peine, je peux m'arrêter maintenant et arrêtons de rêver au potentiel du numérique et toutes ces choses-là. Le connectivisme, vous savez, Georges Siemens qui dit de toute façon, nos étudiants vont exercer des métiers, exercer des savoirs qui ne sont pas encore là. L'importance de l'apprentissage informel, nous apprenons en dehors des amphis.
L'apprentissage est un processus continu qui se déroule toute la vie. Les technologies sont en train de changer la manière dont nous pensons, nous réfléchissons. On a regardé avec des sondes et tout, la manière dont les personnes regardent des pages web, des livres, etc. Alors, ce n'est pas tant que le cerveau change, c'est les câblages qui sont différents. Quand vous lisez un livre, après la page 37, ce sera la page 38. Quand vous êtes sur une page web, vous n'êtes plus dans les connaissances conditionnelles déclaratives, vous êtes dans ce qu'on appelle les connaissances conditionnelles. Qu'est-ce qui va se passer si je clique là, je vais dans tel onglet, etc. Et donc, effectivement, nous entraînons d'autres zones de notre cerveau. Des processus sont de mieux en mieux gérés par les technologies, mais si, c'est comme ça que les hommes fabriquent des outils depuis la nuit des temps, c'est pour augmenter leur emprise sur le monde. Et les savoir-faire sont de plus en plus supplantés par les savoirs où et quand. Pas simplement les savoirs que j'ai dans ma tête, mais finalement, où et quand vais-je trouver ces différents savoirs. Alors, très rapidement, l'e-learning, l'apprentissage en ligne, si vous voulez. Question de médiatisation de ressources. Je passe pas mal de temps en France et j'ai entendu parler déjà depuis très longtemps de numériser les ressources. On est dans cette optique-là. Et peut-être un peu moins de la médiation des interactions. C'est assez amusant, dans les pays latins, on n'a pas l'air de croire trop qu'un collectif, une communauté puisse apprendre et que les outils puissent soutenir cette communauté. Je sais qu'il existe des expériences là-dessus, mais peut-être un peu moins. Sinon, des ressources, on en a. Vous connaissez les TED Conferences, ces petits clips de 10 minutes qui sont donnés par des experts. Vous connaissez la Khan Academy qui rassemble toutes sortes de vidéos éducatives et qui est traduite d'ailleurs en français, 10 ans après, la Bibliothèque sans frontières, qui reprend les idées de la Khan Academy. Et puis, récemment, les MOOC débarquent. Monsieur Martin sait qu'ils existent, il les a rencontrés. En France, ça se passait le 2 octobre 2013. La ministre Fioraso déclare que dorénavant, l'éducation sera fun. France Université Numérique. Avec, le soir même, le monde de l'éducation titre « L'université française passe de l'amphi au cours en ligne ». Voyez un peu comment on traduit ces processus d'hybridation par des tout ou rien, quoi. On dirait vraiment qu'il n'y a plus d'amphi demain, quoi. Et le journaliste du Monde qui dit « Comme les abbayes au temps de Gutenberg, les universités, dans leur forme actuelle, vont disparaître. » Ah non, là, excusez-moi, ne riez pas. J'y crois fortement. Des présidents, recteurs d'académies, d'universités me questionnent à propos de l'avenir du campus. Ben oui. Le core business des universités, c'était des profs qui donnaient cours dans des amphis. Dorénavant, on les met en ligne, oui, gratuitement pour le moment. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors des amphis? Mais comme nous regardons toujours ce que les Américains font en disant qu'on ne va pas faire comme eux, mais bon, regardons un petit peu, allez voir à Sherbrooke. On a déjà démoli les amphis pour en faire des petites salles, des réunions collaboratives, etc., etc. Alors les MOOC, ici en France, oui, 2013, en Belgique aussi, ça a commencé d'ailleurs avec des MOOC connectivistes, des communautés de pratique. On n'était pas dans des cours magistraux en ligne, c'était des communautés de pratique. On reconnaît Siemens et Stephen Downes qui ont commencé avec 2000 étudiants. Massive Open Online Course, massif. Ouais, ça, c'était au début 2000 étudiants. Maintenant, ça peut être 150 000 étudiants. Oui, mais ils ne vont pas tous au bout. Non. Maximum 10%.
10% de 150 000, ça fait 15 000. Parfois plus d'étudiants qu'un professeur rencontrera dans toute sa carrière. D'accord? Réfléchissons à ça. Ça ne va pas s'arrêter. Open, vous voulez suivre un cours de master? On ne va pas vous demander si vous avez déjà fait les licences. Vous le suivez, vous vous inscrivez. Ouvert, en ligne, sont des cours. Et MIT, Berkeley, à la même époque, 2008, commence à diffuser, vous voyez ça, hein, des profs filmés, ici aussi, je crois qu'il y a des caméras, hein, des profs filmés en train de faire leur exposé, etc. Et tout le monde rigole. Hein. Ils mettent ça sur YouTube. Dis Marcel, ouais, vous savez, un petit coup comme ça, là. C'est quand même pas ça de l'enseignement. Hein. Et moi, je les regardais, je disais, ah non? Demandez un peu l'expérience habituelle d'un étudiant. Qu'est-ce qu'il voit? C'est ça? Avec ce que les étudiants nous disent, qu'il y a malgré tout un avantage extrêmement profond à ça. Il est là. Alors, ces petits cours sur YouTube, ils sont devenus des consortiums. Vous avez entendu parler de edX, de Coursera. Mon université s'est mise dedans, il faut aller jouer dans la cour des grands. Donc, janvier 2014, 4 cours parmi les premiers en français, hein, des MOOC, des cours entiers, disponibles, ouverts, gratuits. Pendant ce temps-là, les étudiants, ils se rassemblent. Ah oui, on utilise Google. Moodle. Je ne connaissais pas. Ou Claroline, peu importe. Mais qu'est-ce que les institutions ont allé travailler avec des plateformes? J'en conçois une, donc j'en parle à l'aise. Alors qu'on sait très bien, nous avons regardé un peu à Louvain, nous avons une plateforme, 50% à 60% des cours de l'institution ont leur page Facebook. Les étudiants n'ont pas besoin de vos plateformes. Hein. Il n'y a que les profs qui en ont besoin. Pour mettre des documents, d'ailleurs. Hein, on l'a dit, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vrai à Louvain aussi. Et nos étudiants, ils commencent à utiliser des réseaux sociaux pour échanger. En Belgique, on appelle ça les tuyaux, les questions d'examen des années précédentes, etc., à se donner des petits trucs pour faire les exercices. Et les profs, ils disent, mais c'est quand même pas bien, parce que nous, on ne sait pas ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Il y a même des institutions qui ont essayé de faire des instances de Facebook institutionnelles. Les étudiants n'y ont pas été. Ils ont bien raison. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas une vie privée en dehors des cours. Moi, en 72, 73, quand j'étais étudiant, ben oui, qu'on se réunissait au café pour discuter des cours. Mais c'était dommage, les profs n'étaient pas avec nous. Alors pourquoi voulez-vous qu'il y ait les réseaux sociaux? Donc, ils travaillent avec des PLE, Personal Learning Environment. Ils se mettent même ensemble parfois. Vous connaissez le MOOC ITIPA. Hein, c'est un MOOC français, ça, connectiviste, communauté de pratique. ITIPA, Internet outillé pour apprendre. Ça vient de France. eLearn 2, une formation, c'est un MOOC que j'organise pour le moment. Et donc, entre les deux, cette externalisation des savoirs et cette médiatisation des interactions, l'avenir du campus. Et donc, vous le voyez, les hybridations, c'est entre savoir distribué, petite poussette, et connaissances, savoir et compétences, enseigner et apprendre, les temps, les espaces de l'enseignement et de l'apprentissage, formation initiale et continue, présence, mobilité et flexibilité, interdisciplinarité, c'est aussi une question d'hybridation, et aussi les hybridations entre campus et région. Oui, ça se fait. Hein. Je travaille, par exemple, je suis professeur associé à l'Alliance IDEA à Lyon, entre l'École centrale et EM Lyon. Ils commencent à créer des espaces, ils appellent ça des Learning Labs, où il y a des étudiants de EM Lyon, des marketing commerciaux financiers,
qui travaille avec des étudiants ingénieurs de l'école centrale et avec des entreprises qui viennent donner des projets authentiques et qui mettent pendant quelques jours des ingénieurs à travailler avec les étudiants. Vous voyez cette sorte de porosité. On parlait tantôt qu'on n'était plus ni dans le top-down, ni dans le bottom-up, mais qu'on était plutôt dans des tranches d'horizontalité connectée. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi comme image de l'hybridation. Alors, vous savez, j'ai raconté un peu l'université au XIVe siècle, le livre était rare, il fallait bien réunir les gens dans une pièce pour expliquer et faire la lecture, la lecture. 6 siècles après, vous verrez tout de suite, vous cherchez les différences si vous voulez bien, voilà. Non, mais ça me hérisse véritablement. Hein. Et je vais être un petit coup pessimiste. Est-ce que vous pensez vraiment que ce que nous ne sommes pas parvenus à faire avec le livre, nous allons arriver à le faire avec les MOOC? Parce que les textbooks, ça existait. Hein? Ça existait. Oh, mais j'ai des collègues, il faut les voir au mois de mai-juin. Dis Marcel, c'est catastrophique, mes vacances sont foutues. Qu'est-ce que t'as? Je viens de recevoir un nouveau cours. Ah oui, je dois le préparer pour le mois de septembre. Et je vais devoir travailler toutes les vacances. Et c'est un cours de quoi? Éléments de mathématiques en première licence. Je lui dis, j'ai retrouvé le moyen pour te faire des vacances. La librairie universitaire est là-bas. Il y a 8 exemplaires, 8 modèles différents de cours de mathématiques élémentaires. Oui, mais ils n'expliquent pas tout à fait comme moi. Eh bien alors, travaille toutes tes vacances. Je pense qu'on va devoir quitter aussi cette image-là et de savoir donc profiter des ressources qui existent dans un modèle que je vais vous présenter rapidement, qui est celui de l'hybridation, qui pour moi n'est pas seulement une hybridation présence-distance, comme on le dit souvent, mais un croisement subtil de présence-distance et d'enseigner-apprendre, comme je vous l'ai distingué. Ça donne quoi? Vous voyez 2 colonnes, présence-distance, 2 lignes, enseigner-apprendre. Vous avez la référence qui est là. Je fais une caricature, les caricatures peuvent aider. L'enseignement traditionnel, l'enseignement transmissif traditionnel se fait en présence. Le véritable apprentissage, il est individuel. L'étudiant ou l'étudiante, 3-4 semaines avant les examens, mon Dieu, comment je vais apprendre tout ça? Et vous ne pouvez pas l'apprendre à sa place et papa, maman ne peuvent pas l'apprendre à sa place non plus. Et donc l'idée, c'est peut-être de repeupler, pas exclusivement, c'est pour ça que j'ai laissé l'image là, mais de se dire que certaines parties de vos enseignements pourraient très bien être faites, je parle de l'enseignement transmissif à distance, et ça redonnerait de la place pour faire de l'accompagnement d'apprentissage. Je sais bien ce que vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà essayé de mettre des vidéos et les étudiants ne vont pas regarder, etc. Oui, j'ai des trucs pour ça, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez que des vidéos et que vous dites vous lisez les 10 pages, ça ne marchera pas. C'est connu, c'est connu. C'est comme la démotivation lorsqu'il n'y a pas de tutorat. C'est connu aussi depuis 50 ans dans l'enseignement à distance. Évidemment, il faut associer la lecture ou le visionnement de vidéos avec des tâches concrètes. Vous deux, là, pour la semaine prochaine, vous résumerez le modèle d'un tel qui se trouve dans le chapitre. Et vous devrez critiquer leur présentation. Et vous ferez une synthèse des débats. À partir du moment où vous faites ça, que vous associez une tâche à l'activité à distance, les étudiants ils doivent bien les faire parce que la semaine prochaine, je dirai alors, vous venez... Et donc voilà, il y a des éléments pour le faire. Alors ça donne l'idée des classes inversées, que l'on présente généralement des vidéos avant et on en discute pendant, vous m'avez compris, des vidéos avant à distance et on en discute pendant en classe.
ce n'est qu'une très très pauvre façon d'envisager les classes inversées. Une classe inversée, ça peut être aussi de faire 10 groupes d'étudiants, de leur donner 10 thématiques et de leur demander à la maison, sur le campus, peu importe, de préparer des petites présentations de 10 minutes où vous allez expliquer un concept à tout l'amphi, avec tel groupe qui va poser des questions au groupe 1, le groupe 3 va poser des questions au groupe 1, etc., etc. Ce sont aussi des classes inversées. Le slogan, c'est évidemment « lecture ». J'ai parlé de ça, « at home and homework in class », les devoirs à la maison, ce qui est aussi, au passage, une belle piste pour l'individualisation, la personnalisation et un meilleur accompagnement des étudiants en présence. Alors, est-ce que c'est une affaire de l'enseignement supérieur? Pas du tout. Les flipped classrooms ont été inventés dans l'enseignement secondaire, dans des cours de chimie aux États-Unis. Allez voir la vidéo de Madame Annick Arsenault-Carter, qui fait une très belle vidéo sur YouTube. Bonjour, je suis Madame Annick, une Québécoise. D'une vidéo qui est la vidéo qu'elle envoie aux parents, parce que les parents, c'est pas facile non plus avec les classes inversées. Hein. Qu'est-ce qu'ils font nos élèves? Ils regardent des vidéos à la maison, mais qu'est-ce qu'ils font en classe? Eh bien, elle explique aux parents que faire. Ici, je prends l'ESP de Strasbourg, qui a lancé des expérimentations de classes inversées. C'est vraiment très intéressant parce qu'il raconte les différents épisodes de démarches expérimentales qu'ils ont mis en place pour développer les classes inversées. Donc, les classes inversées, ce n'est pas un moyen de remplacer l'enseignant par des vidéos. Ça, c'est aussi une de ces questions éternelles. Hein. En 83-84, l'époque des Commodores, des enseignants me demandaient déjà, dites, Monsieur Lebrun, il était un peu tremblotant comme ça, vous pensez qu'un jour, l'ordinateur, comme on disait alors, va remplacer les enseignants? Et je les regardais dans les yeux et je leur répondais un oui. Si un seul enseignant me pose une question pareille, il y a beaucoup de chances qu'il soit remplacé par un ordinateur. Parce que si vous limitez votre tâche à faire la lecture sur le savoir, oui, les machines le feront et mieux que vous, parce qu'il y a le bouton « pause ». Alors, je vous donne quand même encore un autre exemple de classe inversée, une extension du concept. Je l'adore. C'est un exemple, et j'accompagne des instituteurs, institutrices en Belgique pour faire ça, c'est de donner des petites tâches aux élèves et de demander avec leur vidéo de faire une petite vidéo de 2-3 minutes pour expliquer quelque chose aux autres. Alors ici, vous me direz si vous connaissez ça, hein, ce sont de petits élèves américains qui vont vous expliquer la lattice multiplication, c'est-à-dire la multiplication par tranche. On y va. Ah, il n'y a pas... Vous n'entendez pas? So as you can see, we have two numbers, 42 and 56, so we're going to make a box. And we're going Malheureusement, elle ne marche pas. Je ne sais pas. Because 42 is a two-digit number. Alors, malheureusement, je crois que je vais la passer parce que si on n'a pas la présentation de cette vidéo... Ah, si. Hi, Ben, and today I'm going to teach you how to do lattice multiplication. So as you can see, we have two numbers, 42 and 56, so we're going to make a box. And we're going to split it in half because 42 is a two-digit number, so you put the 4 in one column and 2 in the other. And then you see there's two numbers right here, 5 and 6, so you're going to split it across. So you put the 5 in this row and 6 in this row. And then you want to make sure that you have these lines. So you want to do like this,
4 down, 5 across, because 5 and 4, they intersect. So 5 times 4 is 20. 5 times 2 is 10. 6 times 2 is 12. And 6 times 4 is 24. So then what we're going to do is we're going to add up every, row. So we're going to do 2 plus nothing, because there's nothing there, is 2. 4 plus 1 is 5. 2, 0 plus 1 is 3. And then 2 plus 0 is 2. So your answer is 2,352. OK. J'espère que vous avez bien compris. Et donc, pendant la pause, vous me faites ça. Alors, je vous conseille de vous mettre en groupe parce qu'il va y avoir des difficultés, il y aura des reports. Alors, le concept de MOOC de classe inversée, je reprends mon schéma de classe inversée. J'indique au-dessus ce que j'ai appelé l'externalisation des savoirs, la tradition orale, l'imprimerie, le multimédia, les XMOOC, les MOOC transmissifs. En dessous, la connectivisation des interactions, dans les modèles pédagogiques, le behaviorisme, le constructivisme, le socio-constructivisme, le connectivisme de George Siemens, avec les MOOC connectivistes, un peu comme Mikipa. Et pour moi, ce n'est pas une sorte de force centrifuge qui va priver le campus de sa substance. Ça doit faire apparaître, mais ça dépendra des humains, une force centripète qui va redonner du sens à la présence. Si vous utilisez encore la présence pour faire de la transmission, arrêtons de faire des colloques sur le numérique. Et mon propos ici n'est pas de vider l'école, mais peut-être de développer d'autres types de compétences, de profiter de ce temps pour développer des compétences de recherche d'information, de travail en équipe, de validation, de collaboration, etc. Et aussi de permettre des styles d'apprentissage différents et aussi de la personnalisation. Et donc les classes inversées, une occasion de flipper, de réfléchir aux espaces où tente l'apprentissage, de mieux coller avec les styles d'apprentissage, de inverser les taxonomies. Ah oui, vous connaissez la taxonomie de Bloom? Connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Mais quand vous travaillez à partir de situations problèmes, vous commencez par l'analyse de la situation et vous allez convoquer les savoirs ensuite. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est aussi un phénomène d'inversion capitale dans les nouveaux types, non pas qu'apporte le numérique, mais que pourrait induire le numérique dans le fonctionnement de l'enseignement et de la formation? Les questions d'ordre, de désordre, de renverser transmission, appropriation, le changement des rôles, quand on demande aux élèves de venir présenter au travers d'une vidéo, il ne faut pas expliquer beaucoup plus. Et ce que je crois très fort et que j'observe, c'est que ce concept de classe inversée, certains ici doivent se dire « c'est évident, mais je faisais déjà ça, très bien, fantastique ». Mais c'est un véritable marchepied pour l'innovation dans l'école. Parce qu'un enseignant n'est pas obligé de tout flipper en une fois. Vous pourriez très bien dire que sur vos 15 semaines de cours, pendant les semaines 3 et 4, vous allez essayer, expérimenter un processus de flipped classroom. Et je pense réellement, quand vous l'aurez fait, vous verrez qu'il y a des difficultés, mais je crois que ça va contaminer vachement. Et je pense que ça pourra donner aussi des usages intelligents des technologies. Alors l'évaluation, je vais très vite là-dessus, j'ai déjà dépassé mon temps, pour vous parler d'une recherche, parce qu'il y a encore peu de recherches sur les classes inversées proprement dites, mais il y a déjà des recherches sur l'hybridation. Et en particulier une recherche ISUP, dispositif hybride dans l'enseignement supérieur,
entre autres avec des collègues de Rennes, Rennes 2, Geneviève Lameule est avec nous, donc participez aussi à cette recherche, vous avez l'adresse. Ce que nous avons essayé de faire, c'est une typologie des dispositifs hybrides. Parce que je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de tout hybrider. On n'est pas obligé de tout faire passer à distance. On peut faire cohabiter des méthodes actives et des méthodes transmissives, n'est-ce pas? Et donc l'hybridation, elle peut aller de 0%, je crois que mon ami Jacques Rodet en a parlé aussi, où tout reste en présent, jusqu'à 100%, tout passe à distance. Et entre les deux, il y a l'infini d'un continuum, quoi. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de faire une typologie, malgré tout. C'est-à-dire que nous sommes partis de caractéristiques de dispositifs hybrides. Jacques vous en a parlé, le rapport du temps, présence à distance, le type de ressources qui sont utilisées dans le dispositif, le type de ressources que créent les étudiants. Est-ce qu'ils vous remettent des travaux qui sont simplement comme les travaux que nous avons maintenant, 10 pages de texte avec Word, ou est-ce que vous autorisez à remettre des vidéos, des sites web, des choses multimédia, un Storyfy, que sais-je, l'utilisation des outils de communication, de collaboration, les accompagnements techniques, cognitifs, métacognitifs, de réflexivité, l'appel à des ressources extérieures. Est-ce que c'est vous qui apportez toutes les ressources ou est-ce qu'il y a des ressources extérieures? L'appel à des experts extérieurs. Vous donnez la parole à un expert que vous avez invité. Et toutes ces composantes nous ont permis de définir 6 types. Le premier, le plus en présence, la scène. Je dois vous expliquer? Ça va? La scène. Le deuxième, c'est ce que je fais maintenant, grosso modo, entre la scène et l'écran. J'utilise des ressources, des vidéos, mais c'est du présentiel augmenté. Le troisième mode, le cockpit. Le professeur, l'enseignant, le formateur utilise une plateforme et il lance une session d'exercice. Tac! Il ouvre un forum. Il déclare la session travaux ouverte, donc il est vraiment aux manettes de la plateforme, et voilà. Bref, 3 dispositifs centrés enseignement. C'est l'enseignant qui est au centre, qui gère le dispositif, etc., etc. Puis, 3 autres configurations centrées étudiants. La première, vous allez le comprendre, l'équipage. L'enseignant est un coach, il ne fait pas les choses, mais il dit toi, attention, la barre un peu plus comme ça, attention à la voile de ce côté-là, bon, voilà. Le métro, je vous donne un grand espace de liberté avec des tas de ressources. Mes objectifs sont les suivants, et je dépose dans cet espace de liberté des repères, des critères, des indicateurs. À tel moment, il faut avoir rendu tel travail. Il faut avoir posté 2 commentaires dans le forum. Bref, un espace d'activité balisé. Et le troisième, on l'a appelé l'écosystème. Toutes les composantes sont saturées. Il y a des ressources, il y a des travaux multimédia, il y a de l'accompagnement, il y a des ressources externes, etc. Très centré sur l'apprenant. Alors ceci, c'est un des résultats, nous en avons tellement, mais celui-ci m'intéressait particulièrement. Vous avez les 6 types, la scène, la salle de cinéma, le cockpit, l'équipage, le métro et l'écosystème. Et très rapidement, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais nous avons mesuré les dispositifs chez les enseignants et nous avons demandé à leurs élèves leur perception sur des facteurs d'apprentissage, comme la motivation, les interactions qu'ils ont eues les uns avec les autres, l'intérêt des ressources, la place des activités. Dites-moi si vous en avez rencontré beaucoup comme cela. Nous avons ici des recherches qui, entre le type 1, vous voyez les pourcentages de réponses favorables des étudiants quant à leur apprentissage, on est ici entre 20 et 40% et entre 65 et 85. Un facteur 3.
Je n'ai pas besoin de thé de student pour voir les différences. Alors que beaucoup de recherches, Britt-Marie le disait, c'est un peu en demi-teinte, là on voit des petits effets, mais ils dépendent des contextes et tout. Donc l'hybridation est probablement une solution pour améliorer la qualité des apprentissages. Nous avons aussi travaillé au niveau institutionnel. Je termine avec un cours que je donne, parce que j'exerce aussi comme enseignant. C'est un cours qui est un peu entre métro et écosystème. Voilà les semaines, la semaine 2, 4, 5, 7. Vous voyez qu'il n'y a pas de semaine 1 et 3. Oui, en fait, je dois vous dire, le professeur Lebrun ne donne pas ses cours toutes les semaines. Il va avoir des ennuis. Ça ne fait rien. Je ne donne pas mes cours toutes les semaines. Il y aura un jour aussi que les structures changent. On veut faire de l'enseignement à distance, on ne peut pas être présent et faire cours. On aura des formes de tutorat, d'accompagnement en ligne. En plus de ça, comme je dis toujours avec un clin d'œil, si on m'attaque là-dessus, je vais à La Haye. Parce que la Belgique, comme la France, a signé les accords de Bologne qui précisent que les enseignements doivent être dorénavant chiffrés, non pas en heures d'enseignement, mais en ECTS. Un ECTS, c'est 25 heures de travail étudiant. Mon cours fait 4 ECTS. Je dois donc m'occuper à donner 100 heures de travail à l'étudiant. On n'a pas dit que je devais donner 30 heures dans la salle. Donc mon cours se passe comme ça. J'ai des semaines en présence très très actives où il y a des choses qui sont prévues. Les 2 premières semaines, je fais une flippette classroom. J'ai le plaisir d'annoncer à mes étudiants, vous savez, il n'y aura pas de premier cours, vous regardez telle vidéo. Et vous déposez vos commentaires sur les forums. Les forums sont nominatifs. Je récolterai vos avis 2 jours avant. Vous voyez, les commentaires pour le 23 et le cours, c'est le 26. J'en fais une synthèse et j'ai toujours ce plaisir fou de dire « Tiens, Olivier Meurens, tu es dans la salle ?» Ouais. Sur le forum, tu as dit que tu peux un peu expliquer aux autres. Une fois que les étudiants ont compris ça, ils savent comment ils doivent interagir avec le prof. Ensuite, une semaine de vide, je fais du peer instruction. Je donne à des groupes un thème, à un autre groupe construire un débat sur le thème, à un troisième groupe écrire une synthèse, à un deuxième groupe un autre thème, etc. Les étudiants travaillent donc le 10 octobre, le 17 octobre. En parallèle, il y a des travaux à distance où là, les étudiants travaillent en autonomie avec un plan de cours. Il y a 2 cours normaux. Ah oui, le 31 octobre et le 14 novembre, je donne vraiment cours, là, comme maintenant. Les étudiants en ont besoin aussi. Si vous ne faites que des cours hybrides, à un moment, ils vous disent « Oui, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la matière? Qu'est-ce qui est important pour vous ?» On a vu 2 cas, mais ce n'est pas les mêmes. Le prof doit reprendre la parole à ce moment-là, pas tout de suite dès le début. Ensuite, un mini-colloque. Les étudiants viennent présenter leurs travaux qu'ils ont faits en autonomie. Les groupes qui sont chargés de l'évaluation du travail de groupe doivent poster leurs commentaires. Et ensuite, ils postent un travail définitif. Mes travaux sont bons. Ça fait pester mes collègues. Oui, avec Lebrun, les étudiants ont toujours des notes entre 14 et 17. Il n'a pas la constante macabre dans sa gaussienne. Quel malheur! Mais quel malheur d'en être arrivé là! Mais non! Les travaux certificatifs des étudiants, ils le préparent, ils viennent le présenter dans un mini-colloque, je leur donne des conseils, un autre groupe l'évalue. Si le travail n'est pas encore bon après ça, je ne sais pas ce que je dois faire. J'encourage la réussite. Et donc, attention, ceci, ce n'est pas un MOOC, c'est un TORC. Tiny, c'est petit, c'est pas massif. Open with restriction, il y a quand même des choses à faire.
focus on quality and effectiveness, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, je travaille avec eux tel type de compétences et je les aide dans ces compétences. Vous ne pouvez pas demander à des étudiants de critiquer le travail d'un autre sans leur donner les grilles de lecture avec lesquelles ils vont critiquer. Il n'y a rien de pire, disait déjà Montessori, que de parler de la liberté aux gens sans leur donner les moyens d'en profiter. Et donc, bien sûr, on l'a dit que ces compétences transversales, nous allons aussi devoir apprendre à former les étudiants. Et donc, je signale dans iSup un outil d'autopositionnement qui vous permettra de positionner votre dispositif dans la typologie iSup. Je termine, faites attention, la fossilisation nous guette. Quels que soient les outils, nous aurons tendance à reproduire des pratiques que nous avions déjà. C'est simplement par la communauté, par le groupe, que nous sortirons des ornières de l'innovation. Ce que j'ai traduit, mais il y a déjà tellement longtemps, par ce dessin, où vous voyez le professeur traditionnel, il s'en sort bien, hein, et vous voyez le professeur qui utilise les technologies, mais il utilise la technologie de l'aspirateur pour faire la même chose qu'avant. Et ça ne marche pas bien. Et vous riez, malheureusement, quand on regarde les recherches sur les impacts des technologies, les valeurs ajoutées, c'est souvent ça qu'on constate. Donc, dans les rapports technologie et pédagogie, je suis convaincu que les technologies peuvent, potentielles, contribuer au développement pédagogique, mais le drame, voyez-vous, un déterministe ne peut pas comprendre ça. C'est que pour que les technologies aient un impact sur la pédagogie, il faut que la pédagogie change pour accueillir la technologie. Et donc, c'est un peu le dilemme. On pense qu'en amenant l'outil, ça va changer la pédagogie, mais ça ne marche pas. Il faut que la pédagogie change pour que l'outil apporte des valeurs ajoutées. C'est un peu ce que j'ai appris là-dessus. Et donc, nous sommes encore une fois entre ces promesses et ces conditions. Je termine avec deux lectures. Vous retrouverez ça dans les DIA, ces deux articles récents, l'un sur mon blog, l'autre dans un mensuel web. Et si vous me donnez 2 minutes, je termine par une fin de conférence qui est toujours celle que j'utilise aussi. Peut-être certains ici ne l'ont pas entendu, comme disait un autre intervenant, c'est la loi du genre. C'est une déclaration de Steve Jobs. Non, allez, non, pas de Steve Jobs, de Michel Serres. Messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Merci pour votre attention. Oui, voilà.